Bonjour à tous, je vais vous parler de la maladie de Takayasu chez l'enfant. Donc simplement un petit rappel sur les vascularites systémiques pédiatriques. C'est un groupe hétérogène de maladies qui sont caractérisées par une inflammation dans et autour de la paroi des vaisseaux sanguins et cela cause des lésions tissulaires secondaires dans différents organes. Donc ces vascularites se manifestent par un large éventail de symptômes et finalement vont évoluer de ce qu'on pourrait appeler une pathologie légère jusqu'à une pathologie potentiellement mortelle. Alors, les vascularites systémiques pédiatriques vont concerner tout type de vaisseau, quelle que soit leur taille, et elles vont avoir différentes causes. L'inflammation va infiltrer la paroi vasculaire et elle va être composée variablement soit de polynucléaires, on va parler de vascularite leucocytoclasique, soit de lymphocytes, on va parler de vascularite lymphocytaire, soit d'histiocytes, de cellules géantes ou de granulomes. Un certain nombre de vascularites vont comporter une nécrose fibrinoïde, on va parler de vascularite nécrosante. Et enfin, ces vascularites systémiques pédiatriques peuvent survenir de manière primaire ou alors de manière secondaire, et notamment on connaît de plus en plus de causes génétiques à ces vascularites systémiques. Alors, la classification qui est utilisée est la classification de Chapel-Hill, qui est également la classification qui est utilisée chez l'adulte et qui a pour principe de base de considérer la taille des vaisseaux concernés. Donc on va avoir les vascularites des gros vaisseaux, les vascularites des moyens vaisseaux, les vascularites des petits vaisseaux, celles qui vont toucher majoritairement les artérioles et enfin celles qui vont toucher également les capillaires. Alors la vascularite de Takayasu fait partie des vascularites de gros vaisseaux puisqu'elle va toucher majoritairement l'aorte et ses branches. Alors, dans l'encadré à droite, vous avez les vascularites que l'on rencontre essentiellement chez l'enfant, les autres non encadrés étant absolument exceptionnels, voire non vus. Donc, cette vascularite de Takayasu est rencontrée en pédiatrie. On rencontre aussi la périartérite noueuse, la maladie de Kawasaki, un peu plus rarement quand même la granulomatose avec polyangite. Et puis, celle qu'on rencontre quand même assez fréquemment, c'est la vascularite à IgA, le purpura rhumatoïde. On rencontre également la maladie de Behçet. Il y a également un groupe de vascularites primitives du système nerveux central que l'on rencontre également en pédiatrie. Et puis, dans les vascularites associées à des maladies systémiques, bien sûr, le lupus occupe la première place. Et puis, il y a le groupe des vascularites associées à une étiologie probable, donc est un groupe qui est en reconnaissance accrue. Et bien sûr, les causes génétiques, particulièrement en pédiatrie, représentent un nombre croissant. Et voyez ici un groupe de maladies auto-inflammatoires monogéniques qui peuvent se compliquer de vascularite. Aussi le déficit en adénosine déaminase 2, qui est une vascularite qui ressemble à la périartérite noueuse, mais aussi un certain nombre d'interféronopathies comme le SAVI ou le Candle qui associent une vascularite, et aussi un groupe de pathologies qui est lié à des mutations de protéines qui interviennent dans la régulation de la voie NF-κB avec comme prototype l'haploinsuffisance de A20. Donc, pour revenir à notre sujet plus pédiatrique, bien sûr, en ce qui concerne l'épidémiologie, vous voyez que l'incidence annuelle des vascularites pédiatriques en Europe représente à peu près 200 cas par million d'enfants. Donc, globalement, il ne faut quand même pas des maladies très fréquentes. La vascularite à IgA est de loin la plus fréquente, avec les incidences qui sont notées ici et qui peuvent être variables en fonction du mode de recueil des données. La maladie de Kawasaki représente la cause de vascularite la plus fréquente chez les petits-enfants de moins de 5 ans et bien sûr avec une prévalence essentiellement bien plus importante en Asie qu'en Europe. Vous voyez que les vascularites à ANCA sont totalement exceptionnelles, elles représentent entre 0 et 1 pour 1 million pour chacune. La périartérite noueuse est aussi exceptionnelle.
Et vous voyez également que la granulomatose éosinophile avec polyangite et l'artérite de Takahashi sont également des maladies exceptionnelles avec des incidences qui sont pour la plupart du temps inférieures à 1 pour 1 million. Alors, dans cette première partie, on va faire le diagnostic d'une artérite de Takahashi chez un enfant et je vais donc vous présenter un cas clinique. Alors c'est Flora, qui est une jeune fille de 14 ans et qui a consulté à plusieurs reprises et à de nombreux endroits parce que depuis 2 ans, elle avait mal aux jambes quand elle marche. Alors finalement, on l'interroge, on se rend compte que le début a été très progressif, que finalement les douleurs apparaissent à une distance, un périmètre de marche qui apparaît constant au bout de 200-300 mètres. Finalement, elle a toujours la même sensation, ça ressemble à une crampe et c'est localisé dans une zone spécifique et identique à chaque manifestation. Donc devant cette symptomatologie qui n'est pas du tout habituelle en pédiatrie bien sûr, il faut penser à une cause vasculaire et ça s'appelle une claudication intermittente et en fait du rétrécissement du vaisseau concerné, il va y avoir un défaut de vascularisation et qui va expliquer cette symptomatologie tout à fait particulière qu'est la claudication intermittente. Et c'est malheureusement ce symptôme qui n'avait pas été reconnu chez Flora, parce que peut-être trop inhabituel en pédiatrie, que le diagnostic a traîné aussi longtemps. Finalement, cette jeune fille, elle a été examinée. Et finalement, c'est après avoir vu un médecin généraliste, pour une toute autre raison, que finalement le médecin généraliste l'a examinée, il a posé le stéthoscope sur l'abdomen et il a entendu un méga souffle abdominal. Et par ailleurs, il a remarqué qu'il y avait une diminution du pouls pédieux. Il a demandé un bilan inflammatoire et vous voyez qu'il y avait de l'inflammation biologique. Et pour mémoire, il y avait aussi une élévation des IgG et des IgA. Donc, dans cette situation, il a adressé très rapidement cet enfant en milieu hospitalier. Et finalement, on peut se demander qu'est-ce qu'il faudrait faire, quel est l'examen, après ces examens de débrouillage, qui est critique pour finalement faire le diagnostic de la maladie de Flora, qui a une claudication et qui a donc une maladie des vaisseaux. Donc finalement, chez cet enfant, un examen relativement simple a été fait dans un premier temps, qui a été un échodoppler artériel, abdominal et des membres inférieurs. Et cet échodoppler a été très rentable puisqu'il a permis de confirmer finalement ce qu'on soupçonnait quand même au niveau clinique, mais montrait un rétrécissement du calibre de l'aorte abdominale sous-rénale à 9 mm et il montrait un affaissement du flux au niveau des artères iliaques et des 3 axes jambiers. Et finalement, l'examen par échodoppler ne permettait pas de montrer d'anomalies plus haut situées, en particulier au niveau de l'aorte suprarénale ou au niveau des artères iliaques et par ailleurs au niveau des autres vaisseaux des membres inférieurs. Alors, Flora a eu d'autres investigations. En particulier, vous voyez à droite, elle a eu un TEP scan qui a montré très joliment cet hypermétabolisme vasculaire autour des parois des vaisseaux et qui montre très bien la vascularite. Et puis, elle a également eu un angio-IRM à gauche et qui montre ces sténoses et dilatations et qui montre très bien et l'étendue des lésions et l'épaississement pariétal. Donc voilà 2 examens importants qui permettent de diagnostiquer la maladie de Takahashi, de montrer qu'elle est active et de montrer également son étendue. Alors ce TEP scan qui a été demandé nous a donné également d'autres informations. Alors bien sûr, on voyait l'hypermétabolisme circonférentiel de l'aorte thoracique distale, mais on voyait également un hypermétabolisme sur l'iléon terminal sur 10 cm. Et donc, finalement, le diagnostic final chez Flora, on avait donc une jeune fille avec une artérite de Takahashi et elle avait également une maladie de Crohn infraclinique, dans une famille d'ailleurs où du côté maternel, il y avait beaucoup de cas de maladie de Crohn. Donc, cette vascularite de Takahashi, c'est donc une vascularite, la plupart du temps, qui est idiopathique, où l'inflammation va comporter des granulomes intramuraux
et qui va affecter essentiellement l'aorte et ses branches principales. Donc cette maladie, elle affecte rarement les enfants, mais elle a été observée même chez des nourrissons entre 1 et 40 mois, ce qui veut dire que le diagnostic ne doit être écarté à aucun âge. Cette maladie, elle apparaît le plus souvent de manière primitive, mais quand on en fait le diagnostic, il faut chercher une maladie associée, en particulier une infection, la tuberculose étant très classique, également une maladie inflammatoire de l'intestin, c'était le cas chez notre jeune fille Flora, et plus rarement d'autres maladies inflammatoires comme l'ostéomyélite chronique récurrente multifocale. Alors, le délai du diagnostic est important et il peut prendre plusieurs mois à plusieurs années. Tout dépend de la présentation clinique de la maladie et finalement de ce que la spécificité des symptômes peut finalement apporter comme clé pour faire le diagnostic plus rapidement. Les symptômes cliniques, et on le verra chez l'enfant, c'est quand même avant tout une grande inflammation systémique, ce sont des tableaux de fièvre prolongée. Et puis bien sûr, les signes qui sont attachés à l'atteinte vasculaire et dont finalement la morphologie va pouvoir être confirmée en angiographie. Les lésions cardiovasculaires peuvent être importantes, elles peuvent menacer le pronostic vital, le pronostic fonctionnel, et elles consistent en des séquelles à type d'anévrisme, de sténose, de fibrose et éventuellement des événements thrombotiques. Alors, finalement, quand on a une vascularite des gros vaisseaux, eh bien, finalement, quelles vont être les vignettes cliniques en dehors des atteintes d'organes qui, elles, peuvent parler en premier? La première chose, bien entendu, c'est y penser. Et il faut absolument examiner les vaisseaux, en tout cas en pédiatrie, quand on a des tableaux de fièvre prolongée avec inflammation systémique, il faut vraiment y penser, parce que si on ne les examine pas, eh bien, on risque de passer à côté du diagnostic. La claudication, c'est ce qu'avait Flora, et bien sûr, ça, chez elle, ça correspondait à une boiterie, et cette claudication, elle répond bien sûr à un apport sanguin insuffisant, bien sûr un rétrécissement du flux, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a quand même très fréquemment, ça peut être un signe tardif. Ça peut être également des douleurs sur le trajet d'un vaisseau, et cette douleur, elle est due à l'inflammation qui siège au niveau du vaisseau. Alors, la plus habituelle, c'est la carotodynie, des douleurs donc au niveau des artères carotides, qui peuvent être prises de manière tout à fait erronée pour des douleurs d'angine ou autre chose. Ce n'est pas une localisation très fréquente en pédiatrie, et parfois les douleurs vasculaires peuvent siéger à d'autres endroits, comme par exemple c'est au niveau des artères rénales, eh bien on peut avoir des douleurs lombaires et qui vont errer pendant très longtemps, qui vont être pris pour des lombosciatiques ou éventuellement une pathologie rhumatismale. Ausculter les trajets artériels, c'est très important, et on a vu que chez Flora, eh bien finalement, d'ausculter l'abdomen, ça a permis de retrouver ce très gros souffle aortique qui a permis de faire le diagnostic. Bien sûr, il faut rechercher l'hypertension artérielle qui est très fréquente en pédiatrie, et il va falloir prendre l'attention aux 4 membres, c'est très important pour rechercher une éventuelle asymétrie. Et puis pareil pour faire les pouls, donc il faut palper tous les pouls et rechercher des abolitions ou des asymétries. Alors finalement, quels sont les territoires qui sont les plus fréquemment atteints lors de la vascularite de Takayasu chez les enfants? Alors on raisonne essentiellement sur quelques séries de patients qui sont plutôt des petites séries, ou en tout cas qui concernent moins de 50 patients. Et il y avait une série canadienne qui avait été publiée et qui montrait très bien, vous voyez, l'importance quand même des localisations au niveau de l'aorte abdominale, vous voyez, 90% d'atteinte chez les enfants, et également l'atteinte des artères rénales, ce qui fait que finalement l'échographie, en particulier l'échodoppler, est quand même un bon examen de dépistage chez l'enfant de la maladie de Takayasu. Alors, ceci, c'est une étude comparative des lésions artérielles entre enfants et adultes qui a été faite dans une grosse cohorte de patients. Donc, la cohorte adulte provient du service de médecine interne de la Pitié-Salpêtrière, et la cohorte pédiatrique provient, c'est une cohorte nationale française qui n'est pas encore publiée, et c'est un travail d'un ancien interne du service. Alors, que nous permet de voir finalement ce graphe? Ce graphe, il nous montre, et ça on voit très bien, les différences d'atteinte des artères rénales et de l'aorte abdominale, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On voit que la flèche bleue est beaucoup plus longue que la flèche orange.
Et puis, on voit également, vous voyez, que les membres inférieurs, tout ce qui est distal, les territoires distaux, globalement, sont beaucoup plus atteints chez l'adulte que chez l'enfant, ce qui fait qu'effectivement, des symptômes comme la claudication vont souvent manquer, même si ce n'était pas le cas chez notre patiente. Il faut voir que ce n'est pas un symptôme qui est très fréquent en pédiatrie. Et puis, les adultes également ont un peu plus de manifestations neurologiques que les enfants. Pour le reste, on est à peu près sur des répartitions qui sont à peu près similaires et vous voyez que de nombreux territoires peuvent être atteints par cette vascularite de Takayasu. Alors, si on s'intéresse sur les symptômes et signes cliniques d'appel de l'artérite de Takayasu chez l'enfant, donc je vais me référer à la population adulte, qui est le groupe donc, de patients de la Pitié-Salpêtrière, où il y a 389 patients, c'est donc un très grand groupe, le groupe national pédiatrique français de 46 patients, et puis l'étude canadienne de Florence Ashliman. Donc qu'est-ce qu'on peut voir finalement? C'est que l'âge moyen du diagnostic, il est autour de 12-13 ans chez l'enfant, et plutôt de 36 ans chez les adultes, que finalement il y a une prédominance féminine, qu'on soit chez les enfants ou chez les adultes, ça ne change pas grand-chose. Il y a quand même quelque chose qui était assez surprenant dans la cohorte pédiatrique française, c'était l'importance des antécédents familiaux de maladies auto-immunes ou auto-inflammatoires dans la famille, avec une différence significative par rapport à l'adulte. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est le type d'atteinte vasculaire dans la maladie de Takayasu. Et donc là, c'est la classification de Numano, que vous connaissez bien, qui a été utilisée. Et on voit très bien que finalement, on a une énorme différence, puisque vous voyez que dans la Numano type 1, donc qui atteint essentiellement les troncs supra-aortiques, il y a une très nette prédominance dans la population adulte, alors qu'on a beaucoup moins d'atteintes dans la population pédiatrique. Et à l'inverse, on a, en tout cas en termes de répartition, vous voyez chez l'enfant, une majorité d'atteintes qui vont concerner l'aorte abdominale et les artères rénales, alors que chez l'adulte, bien entendu, cette atteinte reste représentée, mais il y a un peu plus de répartition quand même vers les troncs supra-aortiques. Alors, bien sûr, les symptômes vont découler de ces atteintes, et en particulier donc cette fameuse claudication des membres supérieurs, qui est significativement plus fréquente chez l'adulte que chez l'enfant, alors que finalement chez l'enfant on va avoir plus de douleurs abdominales, qui reste bien entendu un symptôme relativement peu spécifique, et donc j'insiste toujours de l'intérêt de ausculter les vaisseaux. Et puis les signes généraux, alors là pour le coup ils sont beaucoup plus fréquents chez l'enfant que chez l'adulte. Chez l'enfant on a des formes qui sont beaucoup plus inflammatoires, et donc la fièvre au long cours, fièvre inexpliquée prolongée, la perte de poids, la sensation de fatigue, de malaise, tout ça est plus fréquent et de manière significative dans le groupe pédiatrique comparé au groupe adulte. Donc pareil en ce qui concerne les taux de CRP, vous voyez ici qu'il y a une différence significative entre les adultes et les enfants. Les enfants ont généralement des taux de CRP qui sont très élevés, à des médianes qui sont autour de 80 mg par litre. Alors, il y a une classification internationale qui a finalement mis d'accord plusieurs formations, qui est le LAR, le PRINTO ou la PRESS, la Société européenne de rhumatologie pédiatrique, pour classer l'artérite de Takayasu infantile. Et donc, dans la partie basse du tableau, il faut voir qu'il y a un seul critère qui est un critère absolument indispensable. Ce sont les anomalies angiographiques de l'aorte et de ses branches principales et des artères pulmonaires. Et il faut qu'il y ait un anévrisme ou dilatation, c'est un critère obligatoire, plus l'un des 5 critères suivants, donc déficit du pouls ou une claudication, une asymétrie de tension artérielle au niveau des 4 membres, la présence de souffle vasculaire, la présence d'une hypertension, et puis l'augmentation des protéines de phase aiguë. Et vous voyez que ces critères ont à la fois une très bonne sensibilité et une excellente également spécificité. Alors, comment va-t-on évaluer l'activité et les dommages de l'artérite de Takayasu de l'enfant? C'est un point essentiel et pas un point non plus très facile. La première chose, c'est qu'on va avoir besoin d'un état des lieux des vaisseaux. Et pour cela, l'exploration radiologique reste essentielle.
Je rappelle que cette maladie va toucher les gros vaisseaux et les moyens vaisseaux, et donc on a besoin d'avoir des examens qui vont pouvoir nous aider à visualiser ces différents types de vaisseaux. Le premier examen qui est utilisé, c'est donc soit l'angiographie, l'angio-IRM, soit l'angioscan. Alors, chez l'enfant, bien sûr, on va préférer l'angio-IRM parce que c'est un examen qui est beaucoup moins irradiant que faire un angioscan. L'avantage de cet examen, c'est qu'il va bien visualiser la paroi artérielle, et donc on va voir le degré d'épaississement, d'œdème de la paroi, et également, éventuellement, la façon dont cette paroi va prendre le contraste et avec quelle intensité, ce qui peut donner éventuellement quelques éléments d'activité, mais on le verra, ce n'est pas le meilleur quand même examen pour montrer que le niveau d'activité de la maladie. J'insiste bien sûr sur la valeur de l'échodoppler abdominal. Vu les territoires concernés par la maladie de Takayasu chez l'enfant, et également le Doppler permet d'analyser les carotides. Le TET scan est très intéressant également parce qu'il va montrer l'activité de la maladie, et en particulier il va donner des fixations tout à fait très bien visibles au niveau des gros vaisseaux. C'est vraiment un examen qui est bon pour étudier les gros vaisseaux avec une très bonne sensibilité, mais attention, ce n'est pas une sensibilité qui est 100%. Et si on suspecte une maladie de Takayasu, ce n'est pas parce qu'au début on va avoir un TEP scan qui est normal qu'on peut éliminer totalement ce diagnostic, et ça veut dire qu'il faudra refaire des examens vasculaires éventuellement pour pouvoir asseoir le diagnostic après un petit peu plus d'évolution. Et puis l'artériographie, bien sûr, c'est l'examen de choix parce qu'il est tout à fait morphologique, et il va permettre également de voir les vaisseaux les plus petits, et en particulier de visualiser également les coronaires. Alors, on ne la fait absolument pas systématiquement, mais on peut la faire par exemple si on a besoin d'un processus chirurgical, d'une chirurgie de revascularisation. Alors là, on va absolument avoir besoin de cette artériographie. Alors, à droite de cette diapo, donc les différents examens sont bien montrés. Donc on voit bien sûr que pour bien voir l'anatomie des artères, eh bien, ça va être surtout l'angioscan et l'angio-IRM qui vont être importants, mais également le Doppler couleur va tout à fait aussi être efficace pour montrer en partie cette anatomie artérielle. Si on veut vraiment voir les vaisseaux, alors à ce moment-là, c'est encore l'angio-IRM, l'angioscan qui sont vraiment la référence. Et le Doppler couleur aussi, si on a un peu l'habitude, ça peut vraiment aussi permettre de voir cette paroi artérielle. Et puis bien sûr le TEP scan, c'est surtout pour l'activité du Takayasu que ça va être l'examen de référence. Alors, on est un peu, j'allais dire, démuni quand même, parce qu'on a peu de scores cliniques d'activité qui sont validés chez l'enfant, et c'est très difficile de ne fonctionner que sur des signes cliniques, et on va donc utiliser finalement des scores qui vont combiner des atteintes d'organes, et puis des signes généraux, et puis des signes de laboratoire. Donc il y a un score qui est déjà validé chez l'adulte qui s'appelle le BIVAS, et qui va concerner plusieurs domaines. Nous, on a fait ce qu'on appelle le PIVAS, et en fait c'est une modification de quelques domaines du BIVAS. Donc vous voyez à droite finalement les items qui ont été modifiés ou ajoutés. Donc pour le PIVAS, vous voyez qu'a été rajouté les signes généraux, parce que c'est vraiment quelque chose qui est au devant de la scène en pédiatrie, avec la perte de poids au moins à 5% du poids du corps. Il y a également l'item cutané, où ont été rajoutés l'exanthème polymorphe, le livédo, la paniculite et les nodules cutanés. Au niveau cardiovasculaire, les items qui ont été rajoutés dans le PIVAS sont les souffles vasculaires, l'asymétrie de la tension artérielle et les claudications des extrémités. Au niveau abdominal, il y a eu quelques révisions, et en particulier ont été rajoutées la présence de sang dans les selles ou alors une diarrhée sanglante, et également les douleurs abdominales, et a été rajouté un nouvel item qui est l'ischémie digestive.
Et au niveau rénal, il y a eu quelques révisions, en particulier pour ce qui concerne l'hypertension, pour se référer finalement aux normes par rapport à la taille, également par rapport à la valeur de la protéinurie qui doit être à plus de 0,3 g par 24 heures ou supérieure à 20 millimoles par milligramme de créatinine. Également par rapport à l'hématurie, là aussi il y a des précisions, et également la diminution de la fonction rénale, du débit de filtration glomérulaire, avec la correction par 1,73 m² par mètre carré. Et puis l'augmentation de la créatinine à plus de 10%, ou finalement une chute de la clairance de la créatinine à plus de 25%. Donc finalement, ce PIVAS, il va être corrélé avec des valeurs de laboratoire comme la vitesse de sédimentation, la CRP. On se pose beaucoup de questions par rapport à l'IL6, qui est quand même un très bon marqueur, semble-t-il, d'évolutivité de la maladie, en particulier de l'inflammation dans cette maladie, et qui bien sûr pourra être évalué chez les patients en fonction de leur traitement. Et bien sûr, on utilise toujours l'évaluation globale de l'activité de la maladie par le médecin.